Merci de l'accueil dans ce lieu sacré. Le patronage, ça m'était pas arrivé encore jusqu'à présent. Voilà, il faut arriver à tout. Le bâton, ça, on l'a compris, c'est un nouveau tournant sécuritaire, un nouveau tournant répressif, pris en conscience. C'est pas ce que vous entendez sur les plateaux télé, les dérapages individuels, les bavures, tous ces mots, vous savez, anesthésiants pour pas parler du fait qu'il y ait des violences policières. Puisque le mot lui-même est proscrit, il ne faut pas le dire. On vit dans un pays où, d'après les institutions, d'après les représentants, il n'y a pas de violence policière, ça n'existe pas. Il peut y avoir des violences de policiers, mais il n'y a pas de violence policière. Et ça, c'est expliqué, c'est dit en conscience. C'est-à-dire que là, il y a une instrumentalisation politique qui a été prise. Ils nous ont donné la date, à partir notamment de Sainte-Soline, mais pas que, les manifestations précédentes. Ça allait partir en vrille. Et évidemment, le piège, c'est qu'on est comme nouvel interlocuteur après avoir eu Olivier Dussopt, qui ne ment jamais, après avoir eu Elisabeth Borne, qui ne ment jamais. Maintenant, on a Darmanin en première ligne. Et nous, on le dit tout net, ce piège, il ne faut évidemment pas tomber dedans. On n'a pas de temps à perdre avec Darmanin. On n'a pas de temps à perdre avec ses sous-fifres, c'est-à-dire tous les personnages clés du gouvernement, derrière lesquels lâchement se retranche Emmanuel Macron. Et qui de temps à autre nous fait la grâce de prendre la parole devant la télé pour nous dire absolument rien, si nous donnez toujours plus de raisons de manifester, c'est-à-dire qu'on serait presque tenté de lui donner un maximum de temps de parole, puisqu'à chaque fois qu'il l'ouvre, il y a toujours plus de manifestants et toujours plus de grévistes. C'est une opération politique qui vise à diviser le mouvement, avec le fait que vous avez tous et toutes noté que maintenant, n'importe quel acteur ou actrice de la grève, de la manifestation ou des luttes est sommé sur les plateaux télé de condamner avec la plus grande fermeté morale et sans ambiguïté les violences qui sont en cours. Et les violences, évidemment, il ne s'agit que des violences urbaines, celles qui sont faites des manifestants, un abribus qui va être déglingué, des vitrines de banques qui vont être cassées, les poubelles qui brûlent, extraordinaire, des poubelles qui brûlent, très important, les poubelles qui brûlent. On peut faire des éditions spéciales entières sur cette question-là, et autres pavés lancés en direction des forces de l'ordre. Jamais vous ne serez autorisé à dire un mot sur les violences institutionnelles et sur les violences répressives, puisque je suis en train de vous dire qu'elles n'existent pas. Il y a une citation qui est celle d'un évêque, je suis obligé de le faire dans ce lieu sacré, qu'on a appelé l'évêque rouge de Recife, du Brésil, Helder Camara, qui était une des figures du mouvement de la théologie de la libération. C'est un mouvement catholique, révolutionnaire d'un certain point de vue, en tous les cas à forte inspiration sociale. Et Helder Camara disait la chose suivante: il y a trois types de violences. La première des violences, qui est la mère de toutes les autres violences, précisait-il, est la violence institutionnelle. Celle qui légalise et perpétue les oppressions, les dominations, les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'individus dans des rouages silencieux et bien huilés. La deuxième des violences est une violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la violence institutionnelle. La troisième des violences est une violence répressive de la part de l'État. Et il n'y a pas pire hypocrisie, concluait Helder Camara, cet évêque, donc, que de nommer violence que la violence révolutionnaire, en feignant d'oublier la violence institutionnelle qui l'a fait naître et la violence répressive qui cherche à la tuer. Cette réplique, elle traverse le temps et elle répond point par point à cette instrumentalisation politique de la thématique de la violence en politique, et qui est vieux comme le monde libéral capitaliste, comme à chaque fois. Donc ça nous pend au nez, mais on est prêt pour résister à cette offensive. Ça, c'est le bâton. Et c'est le pendant autoritaire de toute politique libérale, puisqu'une politique libérale, par nature, elle est inégalitaire, injuste, elle suscite de la colère, donc pour la faire passer, il faut la faire passer en force. Donc, le bâton. Mais aussi la carotte. Alors la carotte, c'est la Constitution. C'est le deuxième discours anesthésiant. Celui-ci n'est pas amené que par les chiens de garde du pouvoir politique, mais aussi quelques autres voix sur le thème « Soyez patients, ayez confiance, mettez sur stop et attendez la décision du Conseil constitutionnel. » Alors nous, on vous le dit d'entrée de jeu, on n'a pas le bras long, on ne sait pas ce qui se trame dans le Conseil constitutionnel, mais je ficherai mon billet comme ça, d'instinct, qu'il n'y a pas grand-chose qui va en sortir, en tous les cas, pas ce qu'on en attend. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est prévu pour que la Constitution s'applique. Ça tombe bien, la Constitution de la Ve République, elle est antidémocratique. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. La Ve République dans laquelle nous vivons, il y a un petit indice dès le départ. Elle est née d'un coup d'État militaire, le 13 mai 1958, à Alger, organisé par les partisans de l'Algérie française,
un commando de parachutistes qui a fait pression sous menace de monter sur Paris, sur le président de l'époque, René Coty, pour dire « Faites appel au général de Gaulle, qui est sorti de sa réserve, et qui, sans autre forme démocratique que ça, sans aucune élection, est arrivé au pouvoir, entouré des siens, a proposé un projet de constitution, qui a été ratifié par les urnes, ça c'est vrai, quelques temps plus tard, mais par voie de référendum. Et on est vraiment dans la logique plébiscitaire, hyper verticale, du haut vers le bas. Donc la Ve République, elle a été taillée sur mesure par et pour le général de Gaulle. Raison pour laquelle la gauche sociale et politique dans son ensemble, à l'époque, quelle que soit sa sensibilité, y était violemment opposée. La plus belle des répliques de l'époque, mais ça date, la plus belle punchline, on pourrait dire ça comme ça, aujourd'hui, était due à un certain François Mitterrand, qui disait que la Ve République, c'était un coup d'État permanent, avant que lui-même endosse, évidemment, le costume d'hyper-président de ce coup d'État permanent qui ne dérangeait plus trop que ça. Donc la Ve République, c'est ça. Donc la Constitution, c'est celle-ci. Donc le Conseil constitutionnel risque pas de nous donner satisfaction comme on l'entend. Mais il est sous pression, le Conseil constitutionnel, comme les institutions de la Ve République. Et ça, on l'avait déjà vu au moment du 49-3. Donc là, je suis en train de jouer le mariole depuis le départ, mais c'est vrai que sur la motion de censure, j'ai été le premier surpris. Que ça passe à aussi peu de voix. Et après, une fois qu'on fait des déplacements, des réunions publiques, des meetings, dans les régions, dans la France, des sous-préfectures, comme ils aiment dire sur les plateaux de télé, ben on comprend pourquoi. Parce que c'est beaucoup de circonscriptions LR, et je peux vous dire qu'il y a plein de circonscriptions LR où il y a tellement d'actions interprofessionnelles, de blocages, de manifestations, de grèves, avec des jeunes, des salariés, du public, du privé, qui bloquent tout, et régulièrement, qu'il y a plein de députés LR à qui la population locale a sommé de bien rester à Paris. C'était pas la peine de redescendre André le dimanche, ça sert à rien, tu restes à l'Assemblée. Ça leur a foutu la pression. Donc ça veut dire que la pression paye. Donc peut-être que du Conseil constitutionnel sortira, je sais pas, un truc à moitié censuré, pas sur l'essentiel, plus éventuellement un référendum en perspective, ce qui donnerait une double légitimité, mais ça vient de dire qu'une seule chose, amis et camarades, c'est que de toute façon, le 14 ou le 15 avril, ce ne sera pas fini. Tous ceux, à base de grands pronostics de l'histoire, qui vous disent « c'est terminé, ça s'essouffle », et eux, ils ne se fatiguent pas d'annoncer que ça s'essouffle. Ça fait 2 mois qu'ils nous le disent. Ça ne s'essouffle pas, le mouvement est enraciné comme jamais. On est en train de vivre une séquence sociale et politique qu'on n'a probablement pas connue depuis 40 ou 50 ans au bas mot. Et elle est sociale et politique. Elle est sociale parce que la question des retraites est un sujet à part entière, pour lesquels des générations entières qui nous ont précédés se sont battues pour faire en sorte que la retraite devienne un droit réel et effectif. Et je surligne réel et effectif. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Dans le monde ouvrier, pas simplement dans le mouvement ouvrier, dans le monde ouvrier, à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, je vais vous dire, la question des retraites, c'était une hypothèse. C'était un cas d'école. On a beau le savoir sur le papier, on mesure mal ce que signifiait le fait qu'à l'époque, l'espérance de vie en moyenne était de 45 ans. C'était une hypothèse. Et ça explique pourquoi, par exemple, la CGT était vent debout contre la première loi, un tant soit peu significative, qui a été adoptée dans ce pays en 1910, la loi dite des retraites ouvrières et paysannes, qui fixait la retraite à 65 ans. 65 ans, 45 ans, vous avez fait le calcul, c'est pas compliqué. Avec ce slogan qui disait « non à la retraite pour les morts ». Mais avec une sacrée intuition politique, de dire « non à la retraite pour les morts », oui au droit à la retraite pour les vivants. Cette option qui a ensuite été formalisée, formulée à la Libération, avec cette idée que les retraites ne doivent pas être simplement l'antichambre de la mort, mais une étape supplémentaire dans la vie. Amis et camarades, c'est bien de ça dont il s'agit dans cette bataille. Pas le retour à la retraite pour les morts, parce que ce serait excessif, l'espérance de vie, et c'est tant mieux, elle a largement augmenté. On a 85 ans pour les femmes, un peu plus de 80 pour les hommes. Évidemment que les progrès dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité, dans le domaine de la réduction du temps de travail, ont expliqué que l'espérance de vie augmente. Parce que c'est bien beau de nous dire comme une grande lapalissade, vous savez les messages subliminaux à la télé, bah quand même, on vit de plus en plus longtemps, on vit de plus en plus longtemps. Normal, on va travailler de plus en plus longtemps, c'est presque logique. Mais nous, on inverse la proposition. En fait, si on vit de plus en plus longtemps, c'est parce qu'on a appris à travailler de moins en moins longtemps.
la réduction du temps de travail, le partage du temps de travail ont participé au fait que l'espérance de vie progresse. Alors soit c'est pas le retour à la retraite pour les morts, mais c'est le fait de renoncer ou non au droit à la retraite pour les vivants. Et ça, on le maintient. Pourquoi? Parce que, je le dis, je le répète partout, s'il y a un chiffre à retenir, l'espérance de vie en bonne santé, je dis bien en bonne santé, sans incapacité, depuis la naissance, et pas simplement comptabilisée à partir de 65 ans, parce que ça, c'est la dernière fin du gouvernement, comptabilisée depuis la naissance, l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas, contrairement à ce qu'on vous dit, elle est stable depuis 20 ans, et surtout, et c'est ça qui est troublant, elle stabilise depuis 20 ans autour de quelle tranche d'âge? 64-65 ans. C'est-à-dire très précisément l'âge autour duquel les gouvernements successifs, de droite actuelle mais de gauche précédemment, cherchent à nous emmener. C'est-à-dire nous pousser à renoncer à un droit à la retraite sans incapacité, c'est-à-dire un droit à la retraite en bonne santé. C'est bien à ça qu'on veut nous faire renoncer. Et c'est bien pour ça qu'il s'agit de se battre de nouveau. Donc c'est pas que des comptables. Il ne faut pas les croire une seule seconde. Alors évidemment, ils mentent grossièrement, ça nous agace, c'est logique, parce qu'ils ont menti sur tous les sujets. Ils nous ont dit d'abord que ce serait un projet pour l'équilibre, pour le progrès et la justice sociale. Ça fait 3 mensonges en une phrase. Ensuite, ils ont menti sur à peu près tous les sujets, enfin c'est pas à peu près tous les sujets, en fait, sur l'employabilité des seniors, sur la prise en compte de la parentalité, sur quoi d'autre encore, sur la pénibilité au travail, sur les 1 200 € minimum. Alors là, c'était un peu gros, ça a fini par se voir, mais il faut dire qu'ils sont balèzes, puisque je rappelle de mémoire, mais rien que ça devrait provoquer une grève générale majeure dans ce pays. On est passé d'une promesse qui concernait 2 millions de personnes à 1 mois plus tard, 40 000 selon Olivier Dussopt, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il ne ment jamais, puis 30 000, puis 20 000, puis 10 000, selon Olivier Dussopt qui ne ment jamais comme je vous l'ai expliqué. Donc évidemment, il était temps que ça s'arrête parce que bientôt c'est nous qui allons leur devoir un peu d'argent. Donc on voit la logique générale. Ils nous ont menti sur tous les sujets, ça nous agace, on se crispe un peu là-dessus. On oublie l'essentiel, c'est qu'en vérité, ils ne font pas ça à base de calculatrices, ils n'en ont rien à faire. Les 10 ou 12 milliards, vous avez vu le dernier scandale des banques? La fraude, 30 milliards. 30 milliards de fraude, 3 fois le déficit qu'ils recherchent. Ils font éminemment de politique. Il ne faut pas les prendre pour des tartés. Je sais que c'est tentant comme thèse politique, des fois, de se dire qu'on est confronté à des albattés, à des tartés. Mais ce n'est pas le cas. Ils font beaucoup de politique. Leur deuxième objectif, en plus de nous faire renoncer à un droit à la retraite pour les vivants, c'est que les capitalistes puissent à terme mettre la main sur quelque chose qui ne sera jamais un déficit abyssal, comme ils vous le disent, mais qui sera toujours un énorme butin. Parce que la protection sociale, la sécurité sociale, l'argent des retraites, amis et camarades, c'est énormément d'argent. C'est un budget qui est supérieur d'1 tiers à celui de l'État. Et vous mettez dans la tête d'un capitaliste 30 secondes, faites-le déjà, parce que vous allez voir, ça fait un peu bizarre, mais vous allez transpirer. Parce que vous dites, ça c'est de l'argent qui sommeille. Ça fait des décennies que cet argent sommeille, que cet argent n'est pas soumis à la loi de l'offre et la demande. Il s'agit de prendre le magot. Alors nous, on nous a traités comme d'habitude de dangereux paranoïaques, en disant mais vous voyez le mal partout, et de la capitalisation partout, ma parole jurée, c'est pas le cas. Hop, au Sénat, un amendement est passé, qui dit quoi? Une commission pour étudier la possibilité de la capitalisation plus de la répartition. Comme quoi, on n'est pas si parano que ça. Et ça fait bien partie du sujet. L'ultime argument, alors là c'est l'effet ventriloque, ils ont des économistes qui parlent pour eux à la télé, et les économistes ils arrivent en disant, alors il y en a un notamment, j'ai oublié son nom, c'est vrai, je m'excuse, et qui dit, mais la vraie raison, il a dit ça à une présentatrice, je m'en souviendrai parce que franchement il était super arrogant. Il y en a un, mais lui, dans l'histoire de l'arrogance, il était vraiment bien placé, quoi. Et il arrive, il dit, la vraie raison, on la connaît, mais on ne peut pas le dire. La vraie raison, c'est pas tout ça. La vraie raison, c'est les agences de notation et les marchés financiers. Mais allez dire ça aux Français, qui n'entendent rien au déficit, à la dette publique, etc., etc. Alors si c'est ça le sujet, on va en parler, et on va en parler méchamment. Et nous, on va mettre les pieds dans le plat en rappelant, à droite ou à gauche, parce qu'on entend cette musique, que tant qu'il y aura du libéralisme en France au pouvoir, il y aura de la dette publique. Et je vais lui dire pourquoi, parce qu'il y a trop d'argent à se faire. Beaucoup trop d'argent à se faire, parce que c'est un marché. Parce que l'État endetté emprunte. On dit marché financier, nous ça nous fait flipper, c'est pas ce que c'est les marchés financiers. C'est des banques, hein. Des marchés financiers, c'est des banques, qui ont des noms. Et là-dedans, il y a des banques françaises. C'est pas la main de l'étranger, genre.
C'est des banques françaises avec des conseils d'administration dans lesquels il y a des gens qui siègent, qui ont des noms et des prénoms. Des gens qui se gavent sur le marché des déficits. Et les déficits sont générés par quoi? Eh bien, précisément pas parce que l'État dépense trop d'argent par rapport à il y a 40 ans, mais parce que l'État a de moins en moins de recettes fiscales. Les dépenses publiques recensées par le budget général de l'État, elles ne bougent pas depuis 1980. Elles ont même légèrement diminué, contrairement à ce qu'on imagine, de 23 à 21% du PIB. Ce qui explique les déficits, c'est que les recettes ont baissé. Et elles ont méchamment baissé, en passant de plus de 21,5% du PIB à un peu plus de 17% du PIB. Ça fait quasiment un manque à gagner de 5% du PIB. Et ce qui est dingue, c'est que ce manque à gagner, il a été décidé en conscience, volontairement. Parce qu'après, c'est bien beau d'aller à la télé, nous culpabiliser en disant « Mais l'État devrait savoir gérer son budget en bon père de famille. » Alors nous, ça nous parle. On commence à transpirer une fois encore. Sauf qu'il y a une sacrée différence entre un père de famille qui soit bon ou mauvais, une mère de famille, un foyer fiscal bon ou mauvais, et l'État qui soit bon ou mauvais, c'est que l'État a cette grande caractéristique que nous n'avons pas, à ma connaissance, de fixer de lui-même sa propre rémunération chaque année. Par un outil qui s'appelle la fiscalité. Chaque année, au centime près, l'État vote les sommes d'argent qui rentrent dans ses caisses. Par la fiscalité, le nombre de tranches d'impôt sur le revenu, est-ce que oui ou non il y aura un impôt sur les bénéfices, sur les profits, sur la spéculation financière? Donc en conscience, eh bien, les États successifs avec des gouvernements de droite et aussi de gauche ont décidé de défiscaliser les plus riches, les profits, les capitaux, et ensuite on se tourne vers qui? Vers les banques qui se goinfrent. Donc on discutera aussi de légitimité de la dette publique, s'il fallait en discuter. Tout ça pour dire que cette séquence n'est pas terminée. Alors maintenant, amis et camarades, il faut qu'on la gagne, cette séquence. Et là, il ne faut pas trembler. Là, il ne faut pas bégayer. C'est franchement pas le moment. On a gagné la bataille de l'opinion. Ça, on l'a gagné, durablement. Même ça, ils y ont renoncé. Et pourtant, on avait un sacré rouleau compresseur face à nous. On a gagné la bataille de la légitimité. Parce qu'Emmanuel Macron peut, en effet, dire « j'ai plein d'instus institutionnels dans le cadre de la Ve République. Mon projet passe légalement, constitutionnellement parlant. » C'est vrai que grâce à eux, on est tous et toutes devenus des constitutionnalistes aguerris quasiment. On connaissait le 49.3 avant, on connaît maintenant le 44.3, l'article 38, j'en passe et des milliards. Mais au prix de quelle illégitimité? Ils sont carbonisés. On l'a gagné cette bataille. Maintenant, c'est la peau du projet qu'il faut qu'on ait. Par la rue, par la contestation, les blocages qui continuent en ce moment même. Oui, une lutte, elle n'est jamais linéaire. Dans l'histoire de la lutte de classe de ce pays, c'est pas un raz-de-marée immédiat, ça n'est jamais arrivé, surtout pas sur des séquences aussi longues. C'est précisément dans les moments de reflux, de ressac, qu'il faut savoir serrer les liens, serrer les coudes. D'autant qu'il y a d'autres secteurs qui rentrent dans la bataille, qu'il y a des actions qui continuent, que les étudiants, peut-être, sont en train, en effet, de prendre aussi le relais de d'autres secteurs qui sont entrés dans la grève. Donc ça implique de militer pour cette grève générale qu'on appelle de nos voeux. Alors nous, ça ne nous fait pas frémir de prononcer le mot grève générale, c'est pas parce que ça nous fait frémir, même si honnêtement c'est un mot qui est quand même pas mal entre nous, mais c'est simplement parce qu'on n'a pas trouvé de meilleur moyen pour gagner. Oh, mais s'il y en a un, dites-le nous. On ne l'a pas trouvé. Quand un gouvernement vous dit qu'il n'y a rien à négocier, quel est le meilleur moyen que d'y aller tous le même jour, à la même heure, à partir du même moment, pour tout bloquer, pour leur rappeler que cette société ne tourne pas sans nous? Sinon, s'il y en a mieux, on le prend. Franchement, il n'y a pas de religion en la matière, on s'en tape. Donc ça, c'est toujours devant nous et pas derrière nous. Et ce qui se passe à la base est extrêmement important. Socialement, il faut gagner. Il faut qu'on gagne aussi politiquement. Et peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas compris en haut sur les plateaux télé, mais en fait, on n'est pas conservateur. On n'est pas pour le statu quo. D'ailleurs, il faut leur dire, parce que des fois les mots ont un sens, c'est pas une réforme, c'est une contre-réforme. Une réforme, c'est l'amélioration des conditions d'existence et de travail. C'est l'inverse, c'est une machine à remonter le temps. Nous, on n'est pas pour le statu quo, par exemple, au NPA, on n'est pas simplement pour retirer le projet à 64 ans, on est pour la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles. Et surtout, le retour à l'égalité entre le public et le privé à 37 annuités et demie pour tous, comme c'était le cas en 1993, puisque tout a commencé à ce moment-là. Parce que si on ne parle pas d'annuité, amis et camarades, pardon de le dire, mais on raconte des histoires aux enfants. Parce qu'à 41, 42 annuités, sachant que la moyenne
d'arriver sur le marché de l'emploi, c'est de 24 ou 25 ans, faites le calcul, c'est pas compliqué, c'est pas le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, c'est pas vrai. Donc, c'est normal d'avoir des propositions politiques crédibles, il faut les justifier. Mais c'est bien aussi de ne pas trop endosser, quand on est de gauche, le costume du parfait économiste. Vous savez, celui qui est là pour dire, en fait, avec nous, tout va bien se passer. Moi, je vais l'équilibrer, le budget des retraites. Bah non. En fait, nous, on ne va pas l'équilibrer, le budget des retraites. On va le rééquilibrer dans le rapport capital-travail. Parce que ça réclame de reprendre des points de PIB que les capitalistes nous ont volés. Depuis 30 ou 40 ans, en l'occurrence, ça fait 10% du PIB que les capitalistes, avec la complicité des différents gouvernements, ont réussi à nous voler. Et on n'est pas plus cons que les capitalistes. S'ils ont été capables de le faire dans un sens, on doit être capable de le faire dans l'autre. Ça veut dire qu'en effet, au-delà de la question des retraites, il y a une multitude de revendications, et on le sent, et c'est tant mieux, il ne faut même pas en avoir peur, qui se jouent en ce moment même sur les salaires, sur le coût de la vie, sur les services publics, sur les hôpitaux, sur l'école, sur la jeunesse. On a vu que sur le service national, eh bien voilà, on l'a eu. Et il y en a qui font grève en ce moment sur les salaires, là, et qui gagnent parfois localement. C'est tant mieux que la mobilisation soit globale. Là aussi, il ne faut pas en avoir peur. Parce que ça rejoint des revendications d'urgence qu'on veut. Maintenant, la discussion, c'est en effet comment on pourrait financer ces mesures-là. Au moment du quoi qu'il en coûte, on a vu qu'ils étaient capables d'aligner un paquet de pognon. Et maintenant, ils se retournent vers nous en disant « Vous étiez bien content qu'Emmanuel Macron vous donne 140 milliards. Vous donne 140 milliards. Nous donne à nous 140 milliards avec ses petites poches à lui. C'est notre argent. C'est l'argent de la collectivité. » Donc la discussion qu'on aimerait avoir, même à gauche, maintenant, je termine là-dessus, c'est quelle stratégie politique on imagine pour que ce type de revendication en positif voit le jour. Parce que peut-être que ça ne se voit pas, mais au nouveau parti anticapitaliste, en fait, on n'est pas des losers. En fait, on ne dépense pas toute l'énergie qu'on dépense tous et toutes qu'on est à militer comme des oufs, simplement pour le plaisir de dire que c'est pas en notre nom, on n'est pas d'accord. Non, non, non. Ben, en fait, c'est plus que ça. Nous, on milite pour que nos idées voient le jour, pour qu'elles soient appliquées, pour que notre programme soit appliqué une fois pour toutes. Que ce programme un jour gouverne, qu'un programme anticapitaliste un jour gouverne. C'est pas un gros mot, même pour nous. Sauf qu'à gauche, maintenant, on voudrait une discussion un peu sérieuse. Comment on fait pour qu'un jour un tel programme puisse gouverner? Cette discussion, on veut la prendre. Parce qu'il ne suffit pas de venir nous voir en disant on était tous ensemble rassemblés et promis juré la prochaine fois, ma parole je ne trahis pas. Parce que moi, vous me connaissez. Ce discours-là, on a donné. Ça marche plus. On veut des garanties, les garanties, elles peuvent être que politiques, pas personnelles. Le but du jeu, c'est pas de chercher le bon président de la République pour la prochaine fois. J'espère que tout le monde à gauche en est convaincu. Si tout le monde est dans ce pouvoir de course, bon courage. La discussion, elle est politique. Non seulement il faut commencer à expliquer là où on va aller chercher l'argent, mais mieux encore, comment on pourrait aller récupérer l'argent. Alors nous, au NPA, on n'a pas des réponses sur tous les sujets. On a plein de doutes, comme tout le monde, parce que c'est humain. Ça tombe bien, on est tous et toutes. Mais on sait ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est un numéro d'illusionniste. C'est le thème « Voter pour notre gouvernement de gauche, qui ne va pas trahir, puisque vous nous connaissez, on ne va pas trahir. » Et on va faire un numéro qui consiste à dire que, par exemple, le dernier président de cette 5e République va capter l'attention de ceux qui ont le vrai pouvoir dans la société, c'est-à-dire le pouvoir économique, c'est-à-dire en gros les capitalistes. Et comme ce futur président de la République, le dernier de la 5e, a le verbe haut, il parle bien, il parle fort, il parle distinctement, en effet, il va capter à lui, au pouvoir, toute l'attention des capitalistes. Et les capitalistes, ces bougres, ne verront pas que dans le même moment, le ministère de Bercy, devenu anticapitaliste, fera le tour de tous les comptes bancaires des plus grandes multinationales, fera le tour de tous les paradis fiscaux pour capter les dividendes, les profits, et répartir les richesses de manière égalitaire. Et les capitalistes ont été surpris par ce numéro d'illusionniste. Et bon bourg, ils ont dit, bon ben voilà, on s'est laissé détrousser, on n'a pas vu venir le coup, c'est pas grave, esprit Coubertin, le principal, c'est de participer, allez, à la prochaine, on vous laisse les clés de la maison. Ça n'arrivera jamais. Dans la vraie vie, un tel pouvoir verra celui qui a le verbe haut et lui dira, je t'ai vu, je t'ai entendu, et c'est vrai que tu parles bien. J'ai vu aussi tes petits camarades. Donc tu vas leur dire de prendre leur pelle et leur seau, ils vont arrêter comme tous les précédents. Tu sais pourquoi ils vont arrêter? Parce que ici, moi, capitalisme, je possède tout. Les secteurs clés de l'économie me reviennent. Et tant que ce sera le cas, c'est moi qui déciderai. Donc, amis et camarades,
ça veut dire qu'il va falloir rediscuter tranquillement de la question de la propriété publique et collective des secteurs clés de l'économie, sauf là aussi à raconter des histoires aux enfants. Si on veut lutter contre la crise économique, la crise écologique, la crise sanitaire, il faut, oui, exproprier les intérêts privés du secteur du crédit, de la banque, du secteur énergétique et du secteur de la grande industrie pharmaceutique. Ne pas le faire, c'est renoncer à pouvoir financer tout ce qu'on préconise. C'est une discussion qu'on veut avoir fraternellement en espérant qu'on pourra rassembler toutes les forces anticapitalistes, antifascistes, internationalistes, féministes, écologistes, tous ceux et toutes celles qui en ce moment sont peut-être en train de vivre leur premier mouvement, sont organisés ou non. Pour nous, ça dépasse le cadre simplement des partis politiques. Pour discuter aussi ensemble de ce que pourrait être une autre société que la société actuelle. Là aussi, nous, au NPA, on a fait plein de conneries comme beaucoup d'autres. Par exemple, je crois qu'on a pêché, mais décidément, je suis pris dans l'ambiance, excusez-moi. On a pêché sur le thème de la résistance, d'être simplement anticapitaliste. Alors qu'en réalité, on a besoin d'un imaginaire collectif. On a besoin d'horizons émancipateurs. On a besoin d'idées auxquelles se raccrocher. Pas de projets de société clé en main, mais d'idées qui commencent à dire, peu importe comment on la nomme d'ailleurs, qu'on la nomme société communiste, société éco-socialiste, socialiste autogestionnaire, peu importe le terme, une autre société que le fonctionnement actuel qui crée le chaos climatique, démocratique, politique et toutes les discriminations qui vont avec. Ça implique une séquence fondatrice qu'on doit gagner, qu'on peut gagner. Et du coup, je termine avec une pensée pour un camarade qui a fait plusieurs réunions publiques ici, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an maintenant, qui a compté pour moi dans mon parcours, et d'autres camarades dans cette salle aussi, je le sais, qui s'appelait Alain Krivine. Et Alain Krivine, il aurait adoré vivre cette séquence-là. Et Alain Krivine, il avait une formule pour dire ce qu'était la révolution. Il disait, la révolution, c'est pas ce que vous croyez la révolution, c'est simplement pouvoir remettre à l'endroit une société qui tourne à l'envers. Il appelait de ses voeux à ce qu'un mai 68 abouti aille jusqu'au bout. Il appelait ça comme ça, une révolution. Et il avait cette idée aussi d'être un internationaliste. Et du coup, je voudrais citer une des références d'Alain, qui était un militant anticolonialiste, c'est bon de le rester de nos jours encore, qui était un Martiniquais qui a participé à la révolution algérienne, et qui s'appelait Frantz Fanon, et qui disait la chose suivante. Politiser les masses, ce n'est pas faire un discours politique, c'est-à-dire l'inverse de ce que je viens de vous faire. C'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles, que si nous stagnons, c'est de leur faute à elles, et uniquement de leur faute. Mais que si nous avançons, c'est aussi de leur faute, et uniquement de leur faute. Qu'il n'y a pas de démiurge d'hommes illustres responsables de tout, que le seul démiurge est le peuple, et que les seules mains magiciennes en définitive restent celles du peuple. Alors agitons ces mains dans les semaines qui nous restent pour gagner la bataille. Je vous remercie.